c'est le moment de démarrer notre troisième table ronde de la matinée qui va être consacrée alors beaucoup au matériel, à la sécurité, à la prévention, à tout ce qui est éco-responsabilité autour des machines. Je vous présente nos 4 invités qui vont y participer. Manuel Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du domaine gros œuvres et structures porteuses à l'organisme professionnel de prévention du BTP, l'OPP BTP. Voilà. Olivier Tracucci-Merlot, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de marché bâtiment chez Merlot France. Tout à fait. Voilà. Et puis Mathieu Armango, vous êtes le responsable maintenance, sécurité, environnement, qualité pour la fédération DLR, donc la fédération des loueurs de matériel. Exactement. Ouais. Et puis Thomas Bonvalo, vous êtes le responsable des ventes construction lourde chez Leica Géosystème. Leica Géosystème, c'est quoi ça. Bonjour. Leica Géosystème, on a une société qui est, alors à l'origine, Leica c'est connu pour les caméras, je ne sais pas si vous voyez. Absolument. Et donc évidemment, du coup, une historique d'optique et par ça du guidage, de la technologie qu'on vient rajouter sur les machines, sur les engins de BTP pour faire du guidage, un petit peu comme le GPS que vous avez dans votre voiture, un peu plus compliqué, pour pouvoir guider les opérateurs dans les opérations de tous les jours. Ce qui se fait beaucoup voler sur les tracteurs. Ce qui se fait beaucoup voler sur beaucoup de choses, y compris dans les bureaux, malheureusement. Alors, j'ai envie de commencer par une question auquel j'ai envie d'avoir une réponse de la part de chacun d'entre vous. Parce que finalement, on a beaucoup discuté depuis le début de ce salon des progrès finalement sur les émissions de CO2, sur les économies d'énergie, de carburant, etc. Est-ce qu'on peut dire que sur tout ce qui concerne la sécurité, le confort, on a fait les mêmes progrès que sur les émissions de CO2? Qui veut commencer par répondre? Allez, Olivier Tracucci. Oui, merci pour cette question. La sécurité, c'est un point essentiel qu'il ne faut pas oublier. Le confort, la sécurité pour les opérateurs sur le chantier. On a une démarche assez active en tant que constructeur de chariots télescopiques. En installant 2 séries, des équipements de sécurité assez haut de gamme, j'ai envie de dire. Pas forcément pour nous différencier, mais ça fait partie de la culture de l'entreprise, avec par exemple des systèmes de reconnaissance automatique des accessoires. Donc on est... J'ai oublié de vous demander, pour ceux qui ne connaissent pas Merlot, c'est un constructeur de chariots télescopiques italien très connu. Depuis 1964, qui a pignon sur rue sur le marché européen. On construit à peu près 10 000 machines par an. On est très fortement présent dans le bâtiment et dans l'agriculture. Et donc je disais, 2 séries, toutes les machines sont équipées de systèmes qu'on appelle ASCS, qui sont en fait des abacs de charge dynamique, qui vont prendre le relais finalement de la sécurité pour l'opérateur, de manière passive et active finalement. Et ça permet d'éviter des erreurs pour des opérateurs qui seraient peut-être un peu imprudents. Donc on renforce la sécurité par rapport à ça et on joue énormément aussi sur des attributs, des critères très classiques, mais néanmoins importants comme la visibilité et la capacité des machines. Alors, Manuel Martin, oui. À cette question, est-ce qu'on en fait autant pour la sécurité qu'on en fait pour les économies d'énergie? J'espère en tout cas, puisque la finalité des entreprises accompagnées par l'organisme OPP-BTP, c'est de promouvoir du matériel innovant qui aide ou qui accompagne l'opérateur à travailler en toute sécurité. Ce que l'on essaye, nous, de promouvoir, c'est du matériel qui aujourd'hui, intrinsèquement en conception, intègre des réponses en système intégré, en sécurité intégrée. Et c'est pour ça que j'aime bien votre discours, monsieur, parce que ça fait écho à toutes les démarches que nous mettons en œuvre avec les entreprises, avec les industriels, pour promouvoir ce type de réflexion, de dire qu'est-ce qui peut aider l'opérateur ou empêcher l'opérateur de mal conduire, de faire des approximations avec du matériel. Donc ce que l'on essaye, nous, de mettre en avant à la direction technique de l'organisme, c'est de développer plein de petites astuces, des logiciels, du matériel intrinsèque qui va permettre à l'opérateur, quoi qu'il fasse, de toujours travailler en sécurité. Et donc oui, forcément, pour répondre à votre question, oui, forcément.
Mathieu Armango, DLR, alors vous êtes à un poste d'observation privilégié évidemment pour voir un petit peu toutes ces évolutions techniques. Est-ce qu'on progresse bien sur la sécurité et le confort, mais j'ai envie de vous dire, les deux vont ensemble finalement? Les deux vont ensemble, on progresse en sécurité, c'est des résultats qu'on peut voir avec la baisse de l'accidentologie. Si on regarde dans le BTP depuis 10-15 ans, ça a quand même baissé de manière assez drastique. Après, c'est les sujets où on n'est jamais totalement satisfait tant qu'on n'a pas obtenu 0 événement. Donc c'est un peu particulier. L'évolution technologique des matériels y contribue fortement. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on pousse, nous, avec les distributeurs et les loueurs, à l'image de ce qu'on peut faire d'ailleurs avec l'OPP BTP sur Stop Collision, qu'on a pu présenter mercredi matin. Et en même temps, pour nous, nos équipes, nous, loueurs qui font la maintenance de tous ces matériels, des fois, ça nécessite des adaptations. Je prends un exemple concret sur le matériel électrique. On se dit c'est gagné, il n'y a plus de gaz d'échappement lors des essais moteurs dans l'atelier. Ouais. C'est un gros gain. Par contre, maintenant, les puissances électriques qui sont développées, ça nécessite une réelle mise à jour des formations et des compétences de nos techniciens pour faire face à ce risque qui est un petit peu nouveau du coup, ou en tout cas pas dans cette intensité-là. Donc il y a deux choses. J'entendais parler aussi de la compacité. C'est génial sur le chantier, mais pour glisser les petites mains parfois pour réparer ces matériels, ça nécessite des adaptations qui vont dans le sens de l'histoire et pour lesquelles on progresse également. Thomas Bonvalot, Leica Geosystems, je rappelle. Vous trouvez que les conditions de sécurité aujourd'hui s'améliorent assez rapidement? Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit jusque-là, ça va quand même dans le bon sens. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été faites pour améliorer cet aspect très important de la sécurité. Il y a des entreprises qui étaient leaders depuis des années parmi les grands groupes, mais on voit vraiment qu'il y a une prise de conscience, même au point de vue des petites PME, que la sécurité est vraiment un enjeu très important. Là-dessus, pour compléter ce qui a été dit, c'est que ce que je trouve assez intéressant, c'est que ce qui a été fait pour l'écologie et pour l'efficacité sur les chantiers joue aussi pour la sécurité. Pour la sécurité, il y a deux choses à faire, c'est soit on arrive à retirer le danger, soit on arrive à retirer la personne qui risque d'être exposée au danger. Là-dessus, par exemple, avec les technologies de guidage dont nous on s'occupe, on arrive à retirer quelques intervenants sur le chantier, ou du moins les éloigner des zones d'évolution des machines. Les risques d'écrasement, par exemple, du coup, sont évités. Ça nous permet d'avoir donc des gains d'efficacité, mais aussi un gain de sécurité. Aussi, point de vue des développements des technologies, en faisant le tour du salon, on voit qu'il y a énormément de choses qui sont développées dans le sens de la sécurité, y compris des innovations qui ont gagné des récompenses sur ce salon. Donc c'est quand même assez fort à voir que c'est pris en compte par tous les acteurs, par toute la chaîne. Ce que je rajouterais aussi, c'est que nous, par exemple, on a fait l'acquisition il y a 2 jours de ça, en exclusivité sur le salon, d'une société qui s'appelle Xwatch, qui permet justement de ce que disait monsieur, d'arrêter le danger de manière automatique en venant conforter l'opérateur dans sa quête pour plus de sécurité. Et ça, c'est des nouvelles choses pour nous. On l'ajoute à notre portefeuille de solutions pour aller dans le sens aussi de la sécurité. Chez Merlot, Olivier Tracucci, pour poursuivre cette discussion autour justement de tout ce que la donnée apporte en termes de sécurité, et quand je dis la donnée, c'est tout ce qui est capteur, etc. Vous avez développé des solutions innovantes en la matière. Alors, oui, innovantes, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, on suit quand même les sujets importants du secteur. La donnée est fondamentale, et donc on fournit effectivement avec nos machines des systèmes qui permettent de récupérer ces données. Donc on appelle ça le Merlot Mobility. Voilà, bon, c'est un terme marketing, mais qui permet d'avoir énormément d'informations à la fois pour le client, à la fois pour le concessionnaire qui va suivre la machine, et puis également pour le constructeur. Donc bon, ce sont des solutions de télématique assez avancées, puisqu'on est sur la technologie 4.0. Et ça, c'est également quelque chose qui est maintenant proposé de série sur nos véhicules. C'est quoi votre système ASCS, c'est ça? Ah non, l'ASCS, c'est le système de sécurité actif dont je parlais tout à l'heure, qui permet d'avoir des abacs dynamiques par rapport à la sécurité.
et expliquez-nous comment ça fonctionne. Ah bah écoutez, vous prenez un accessoire Merlot sur le chantier, il est automatiquement détecté avec une puce RFID qui est dans le tablier de la machine. Et donc vous avez les abacs de charge, je ne vais pas essayer d'être trop technique, mais l'enveloppe de travail est automatiquement chargée dans l'écran que va visualiser l'opérateur, et il verra en temps réel le poids qui est soulevé, il verra en temps réel la capacité qui est soulevable et où se positionne la charge dans l'espace. Donc ce sont des technologies quand même qui sont connues sur des machines, sur des grues, machines beaucoup plus chères, beaucoup plus grosses, mais on a décidé depuis de nombreuses années d'installer de série, puisque ça va au-delà des normes européennes, juste pour la petite information. Mathieu Armango, quelle est votre marge de manœuvre finalement comme loueur pour aller chercher de l'amélioration d'efficacité, de la sécurité supplémentaire? Est-ce que vous avez un rôle à jouer aussi sur cette utilisation des données? Est-ce que finalement vous avez détecté des choses à travers ce que vous remarquez des usages, etc. Est-ce que vous pouvez apporter votre patte, votre touche finalement dans cette recherche de sécurité aussi? Je pense que nos adhérents effectivement sont des acteurs de tout ça. C'est dans leur ADN, c'est une culture du service profondément ancrée dans ces entreprises, et donc ils ont de cesse que de penser à qu'est-ce qui pourra améliorer le quotidien de leurs clients, que ce soit en performance, en sécurité ou en réduisant leurs émissions. Donc c'est des choses qui suivent avec attention pour avoir à l'esprit comment est-ce qu'ils peuvent anticiper les futurs besoins, les développer, et puis derrière développer le marché autour de ça et généraliser peut-être un peu à l'ensemble de leurs clients et du territoire ces nouvelles innovations qui finalement font le marché de demain, quoi. Manuel Martin, vous, dans quelle mesure finalement cet apport de data a changé quelque chose dans votre approche? Alors, nous, on suit attentivement les travaux qui sont pilotés soit par les instances professionnelles, soit par les instances syndicales ou fédérales. Ce qui nous intéresse, c'est ce que vous disiez, monsieur, c'est la sécurité by design. C'est tout ce que l'on peut mettre comme intelligence dans la machine, dans le matériel, pour sécuriser son utilisation et puis apporter ce que nous on appelle des verrous sécurité, c'est-à-dire des systèmes de sécurité où l'opérateur ne peut plus agir. On entendait depuis des années que n'importe quelle machine, on peut chanter quelques systèmes de sécurité et puis dépasser les fameux abacs de charge, etc. Ouais. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons et partager avec les différents acteurs, c'est que cette possibilité ne soit plus offerte à l'opérateur. Et donc l'opérateur ne peut que bien conduire, ne peut que bien utiliser le matériel, et c'est ce que nous cherchons. Alors, je vais être un peu réducteur, on essaye de sortir le salarié de l'équation de son accident. C'est-à-dire sortir l'opérateur comme étant acteur de son accident. On ne veut pas qu'il outrepasse les préconisations des fabricants, on ne veut pas... Vous voulez surtout qu'il ne puisse pas finalement. Exactement. Un peu comme si votre voiture à 135 s'arrêtait d'accélérer. Aujourd'hui, tous les moteurs sont capables de rouler à 180. Ben, nous, ce que l'on dit... C'est pas un limitateur de vitesse, c'est un limitateur de risque en fait. C'est ça, exactement. Et dans ce cas-là, je pense qu'on aura franchi un cap. C'est ce qu'on appelle, nous, de la sûreté. C'est-à-dire qu'on a franchi le cap de la sécurité active ou passive. Là, on ne laisse plus le choix à la machine que de bien opérer. Alors, évidemment, quand on vous entend parler de tous ces dispositifs sur les machines, on se dit, mais finalement, comment des gens qui sont les gens qui font fonctionner ces machines sur les chantiers au quotidien, ils doivent quand même emmagasiner un certain nombre de nouvelles connaissances. J'imagine que les machines d'il y a 20 ans par rapport aux machines d'aujourd'hui. Et comment vous gérez, vous, finalement, cette problématique de la formation chez Merlot, par exemple? Alors, chez Merlot, j'ai envie de dire, il y a deux aspects. Il faut que pour l'opérateur, plus ou moins bien formé, il faut que la machine soit la plus simple possible.
J'aime bien une expression australienne qui disent idiot proof. C'est conçu pour les idiots. C'est australien, c'est peut-être un peu too much. Mais néanmoins, la démarche au niveau de la conception doit être la plus simple possible pour l'opérateur. Il doit travailler sans se préoccuper de paramètres machine. Il doit se concentrer sur son travail. Manipuler une charge qui fait 2 tonnes, 3 tonnes, 5 tonnes, 6 tonnes, ça nécessite de la concentration pour l'opérateur et aussi tout son environnement. En revanche, la technologie qui est au service de la simplicité de l'opérateur et de l'efficacité nécessite effectivement de la formation continue des concessionnaires et des techniciens. Et donc, effectivement, vous parliez de capteurs, les machines sont bardées de capteurs. On accompagne nos techniciens, donc on a un centre de formation à Cuneo dans le Piémont italien, au siège et à l'usine italienne, qui reçoit chaque année environ 5000 techniciens de toute l'Europe et qu'on forme régulièrement. On est certifié et on donne les certificats et ça fait partie de la démarche de Merlot Constructeur, effectivement, d'accompagner la technique avec la technologie qui est embarquée. Thomas Bonvalot, chez Leica Géosystèmes, alors c'est pareil, quand on propose des solutions toujours extrêmement innovantes, comment vous accompagnez ça en termes de formation? En termes de formation, il y a pour moi 2 aspects. Il y a déjà la formation que les opérateurs justement vont recevoir dans leur centre de formation. C'est un premier élément sur lequel il y a des évolutions qui sont en train de se faire. Le CAP conduite d'engin est en train d'évoluer dans ce sens-là, avec des modules par rapport à la sécurité, avec des modules par rapport au guidage, des modules par rapport aux nouvelles technologies qui sont en train d'être ajoutés. Effectivement, je rejoins ce que disait monsieur, effectivement, on a besoin de simplicité sur les solutions. Il faut que ce soit très facile à prendre en main, sinon on va avoir une petite résistance de l'opérateur à l'utiliser et donc avec moins d'efficacité. Là où on va être présent, nous, c'est vraiment sur la formation lors de la prise en main. À chaque mise en route d'un système, que ce soit du guidage ou un système de sécurité, on va être présent pour pouvoir faire une journée de formation en conditions réelles, dans les conditions d'utilisation, pour vraiment accompagner l'opérateur. Il y a bien sûr aussi tout ce qui est important pour le suivi après. Il faut qu'on puisse toujours aider, accompagner l'opérateur quand il va se retrouver dans une situation à laquelle il n'avait encore pas pensé, à laquelle parfois nous-mêmes on n'avait pas encore pensé. Donc au-delà de la formation, il y a vraiment cette notion d'accompagnement. Ces nouvelles technologies, elles peuvent un petit peu faire peur au départ, ce qui ralentit encore cette prise en main. Il faut qu'on rassure les gens sur le fait que c'est très simple. On a des gens de tout âge, de tout milieu, de tout horizon qui arrivent à prendre en main ces technologies. Les constructeurs font généralement bien leur travail. Il y a des organismes aussi comme l'OPP BTP qui diffusent du contenu de formation, de prévention sur leur site. Et on en parlait avant le plateau. Moi, je m'en sers énormément aussi pour diffuser en disant allez consommer du contenu qui est disponible sur les réseaux, sur Internet. Allez voir comment ça se passe avec des bonnes idées, avec des bonnes astuces, avec des bonnes pratiques pour pouvoir accélérer. Les systèmes sont importants, la formation est importante, l'auto-formation de l'opérateur va être très importante également. Alors, Mathieu Armango, quand on est loueur de matériel, c'est-à-dire quand vous êtes entre les concepteurs et entre vos clients qui, j'imagine, vous assaillent de questions sur la façon dont fonctionnent les matériels, etc. S'il y en a bien chez qui la formation c'est fondamental, c'est bien chez les loueurs. Vous avez tout compris. Effectivement, d'un côté, on va participer à ce que vous expliquez sur tout ce qui est prise en main, puisqu'on va être l'interface au moment de la fourniture du matériel lorsqu'il est loué. Et de l'autre, on va être friand de ce que pourront nous apporter les constructeurs en formation, puisque les machines, au fur et à mesure qu'elles s'améliorent, augmentent quand même un peu leur complexité, en tout cas à la maintenance. Et là, ça va être toutes les actions qu'on va pouvoir faire, soit en entreprise directement avec les constructeurs sur de la formation continue, soit ce qu'on peut essayer de faire en influant sur la formation des jeunes qui sont encore en école. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir en image juste à côté du plateau, puisque sur l'espace Intermat Academy, il y a des jeunes qui s'entraînent sur la compétition des métiers. Donc, va être intéressant de les voir comment ils évoluent et comment ils intègrent toutes ces nouvelles compétences électriques, électroniques, hydrauliques. Maintenant, il faut qu'ils sachent tout faire, un petit peu d'informatique aussi. Juste une question
pousser le raisonnement jusqu'au bout. C'est-à-dire, on parle de sécurité, on parle de confort, etc. pour des gens qui travaillent avec tous ces matériels. Est-ce qu'un jour, il n'y aura plus besoin de gens pour faire évoluer tous ces matériels? Est-ce qu'un jour, tout ça fonctionnera de façon automatisée, toute seule? Olivier Tracucci. Écoutez, oui, certainement un jour. C'est pas demain la veille. Il y a quelques concepts intéressants qu'on voit ici et là sur Intermat. On croit quand même. C'est vrai, quand même, quand on regarde finalement toutes les études qui sont publiées sur dans quel secteur l'intelligence artificielle, la technologie va plus ou moins remplacer l'homme, c'est vrai que le secteur dans lequel ça va être le moins palpable, c'est le secteur de la construction et du bâtiment. Hein, je crois qu'il n'y a que 6% de substituabilité. C'est les grands cabinets de conseil américains qui les ont. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est quand même qu'il y a des gens sur les chantiers. Ouais. Voilà. Après, peut-être que je suis vieille école, mais je pense quand même que l'humain est responsable et responsabilisé. Et bien entendu, on pourra retrouver des solutions sur l'autonomie. On y travaille, bien entendu. Ça cogite fort dans la R&D. Mais je pense quand même qu'on a encore un bel avenir pour la formation des opérateurs et mettre des gens dans les machines. Surtout, enfin, sur les engins de manutention, en tout cas, qui est notre spécialité. Manuel Martin, vous qui êtes donc plutôt sur la prévention, la formation, etc. Qu'est-ce que vous disent les gens qui travaillent justement sur les chantiers? C'est quoi leur questionnement? C'est quoi leurs interrogations? Est-ce que vous les sentez réceptifs, enthousiastes ou plutôt méfiants? Alors oui, très enthousiaste, très curieux de tout ce qui se passe chez le voisin. Qu'est-ce que mon concurrent a acheté dernièrement que je pourrais moi acheter, peut-être le dernier matériel à la mode, et ils sont aussi très en attente de ce que les fabricants peuvent proposer comme solution et comme accompagnement, et là je rejoins monsieur, à la mise en place pendant les premières utilisations. Je rappelle que le point de passage obligé pour un salarié, c'est son accueil et c'est l'autorisation de conduite que va lui faire son employeur avec le matériel qu'il va lui mettre à disposition. Et c'est là où aujourd'hui, soit l'organisme, mais avec aussi les fabricants, nous avons un rôle à jouer pour décliner les nouveautés, décliner les nouveaux aspects, les nouvelles sécurités intégrées dans le matériel pour que l'opérateur ne soit pas perdu dans un premier temps quand il va utiliser ce matériel sur son nouveau chantier. Donc oui, ils sont très curieux, ils sont très preneurs de toutes nouvelles technologies qui peuvent accompagner ce changement pour augmenter aussi la productivité. Il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, les nouvelles technologies, les nouvelles data, les nouveaux matériels offrent une possibilité d'augmenter la productivité tout en garantissant le même niveau de sécurité ou même en améliorant la sécurité d'avant. Donc il y a plein d'espoir, il y a plein de... Nous, on est très curieux de tout développement avec les industriels parce que c'est eux qui nous font avancer. Nous, on essaye de les suivre et de les accompagner. De temps en temps, on arrive à prendre un peu les devants, mais il y a plein de positifs. Alors, il y a un aspect que je voudrais aborder et je vais rester avec vous, Manuel Martin, parce que c'est un sujet que vous maîtrisez particulièrement. C'est, puisqu'on parle encore une fois de sécurité, d'éco-responsabilité, c'est la question des matériaux qu'on utilise sur les chantiers. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On voit qu'il y a beaucoup de réflexions autour du béton notamment. Et là, alors, en fait, j'ai envie de... D'abord, moi, je ne suis pas un spécialiste de vos métiers. J'ai envie de vous poser une question qui va sans doute paraître stupide, mais concrètement, le béton, on le définit comment en fait? C'est quoi le béton? Alors le béton jusqu'à présent, c'était du ciment, donc qui était le liant qu'on mélange avec de l'eau, un peu de sable, un peu de cailloux. Et un petit peu de poudre de perlimpinpin et ça faisait une mixture et on mettait ça entre deux planches et ça faisait un voile ou un plancher. Aujourd'hui, avec l'apparition et avec les obligations sociétales de la RE 2020, on voit apparaître... Rappelez-nous ce que c'est que la RE 2020. Alors c'est la réglementation vis-à-vis de l'environnement qui impose des seuils en matière d'émissions de carbone
et qui oblige les constructeurs, et notamment le BTP, parce qu'on est l'un des principaux émetteurs de CO2, de trouver des solutions pour en émettre moins, voire en absorber. Et aujourd'hui, le développement de ces bétons bas carbone ou de ces bétons ultra bas carbone a obligé les fabricants de matériel à adapter ce matériel pour répondre à un constat, c'est que les nouveaux bétons ont beaucoup de mal à démarrer leur prise le soir. Habituellement, on coule un voile vers 15 h de l'après-midi et le lendemain matin, en principe, on le décoffrait. Aujourd'hui, il faut accompagner cette montée en prise avec... on rajoute de l'isolant dans les panneaux, on rajoute de temps en temps du chauffage pour accompagner ce béton-là. Voilà, donc nous on est très attentifs à ça et on est aussi attentifs à une déclinaison, à ce qui peut arriver dans les 2-3 jours après cette prise de béton, c'est la mise en place de toute la sécurité collective sur un bord de plancher, sur une tête de mur, etc. Donc aujourd'hui, on regarde de manière très attentive tous les développements autour de ça. Thomas Bonvalot, autour de cette réflexion sur justement les matériaux qu'on utilise, le biosourçage. Là-dessus, sur les matériaux qu'on utilise, là où nous on va pouvoir intervenir, c'est d'en utiliser le moins possible. Ouais. C'est sur la préparation des surfaces à revêtir, à recouvrir par exemple. Donc on parlait de béton, mais c'est aussi valable pour de l'enrobé. On est tous d'accord, ça émet quand même énormément de CO2 à produire. Le moins on en produit, le moins on utilise, le mieux c'est. Là où on va pouvoir intervenir avec de nouveau de la technologie, ça va être de pouvoir préparer les surfaces. Donc on en voit beaucoup quand vous circulez sur l'autoroute, vous voyez les gros chantiers souvent de nuit, avec des grosses machines qui rabotent les enrobés. Les machines rabotent les enrobés. On peut les guider de manière à gagner en précision. Quand on gagne en précision, on gagne en consommation de béton. Donc c'est tout le béton qu'on ne va pas utiliser. Ensuite, on va aussi assister la mise en place du béton, donc qui est aussi un poste à forte émission de CO2, puisque ce sont des machines thermiques qui travaillent avec des cadences importantes. Il faut essayer de faire en sorte qu'elles soient les plus efficaces possibles. On peut également les guider, ces machines-là, de manière à ce qu'elles puissent faire le travail juste du premier coup. Donc on joue sur cet aspect consommation. C'est valable pour le béton, c'est valable pour l'enrobé, c'est valable aussi pour les graves, pour les 0,80, pour tout ce qui est les couches de forme. On peut intervenir sur toutes les couches pour faire en sorte que quand on utilise de l'énergie ou quand on utilise des matériaux, ce soit fait à juste titre. Olivier Tracucci, quand vous concevez des nouvelles machines, vous avez cette réflexion aussi sur les matériaux, sur leur efficacité, leur performance, leur poids? Alors oui, bien entendu, par conception, on a des critères sur le choix des matériaux. Ensuite, en tant qu'industriel, on passe aussi surtout beaucoup de temps sur une hyper-intégration des chaînes de production. C'est plutôt l'approche industrielle. Ouais. L'acier reste de l'acier. Bien sûr, il y a plusieurs qualités d'acier, mais je pense que ce n'est pas le thème. Je pense qu'aujourd'hui, une entreprise industrielle se doit d'être le plus intégrée possible. On est dans un environnement mondial qui devient peut-être un peu plus compliqué. On pense peut-être un peu plus Europe maintenant. Nous, on est italien. On est présent en France depuis 40 ans, mais on est italien. Et donc, on a aujourd'hui atteint un niveau d'intégration qui nous permet de produire 92% de la machine à l'usine dans le Piémont. Donc on a une seule usine, une grande usine qui fait 350 000 m² entièrement couverte. Et 92% des composants produits dans une usine, c'est assez rare. C'est-à-dire que 92% de tout ce qui est dans la machine est produit sur place. En fait, très simplement, on ne produit pas de pneumatiques, on ne produit pas de vitres pour la cabine, on ne produit pas de sièges et le moteur. D'accord. Voilà. Donc c'est une usine effectivement, je pense, qui est. Alors c'est dans l'ADN de Monsieur Merlot, qui avait voulu, qui était un industriel passionné et qui a depuis le début cette démarche d'intégration. Et je pense qu'il était en avance sur son temps, puisque arrivé à 92% aujourd'hui, je pense que c'est une référence sur le marché.
Et à côté de ça, il y a le côté bon père de famille, j'ai envie de dire, de Monsieur Merlot, qui se voulait éco-responsable et qui, voyant son usine couverte, s'est dit je vais mettre des panneaux solaires, je vais isoler comme je peux au maximum et je vais installer la domotique. Donc vous avez une usine qui je pense aujourd'hui peut être citée dans les références industrielles par rapport justement à cet environnement éco-responsable et l'hyper-intégration. On a produit l'année dernière 630 mégawattheures grâce aux panneaux solaires. Voilà, donc on essaye d'utiliser, de consommer, mais aussi de produire. Mathieu Armango, chez DLR, c'est une problématique qui, à la fois en termes de performance des matériels, de sécurité des matériels, c'est un sujet auquel vous êtes sensible, ça, le sujet des matériaux? Oui, sur des matériaux, toujours pour proposer le bon matériel en fonction des opérations qu'il y a besoin de faire. Donc nécessairement dans l'identification des besoins avant de fournir un matériel, c'est un aspect qui est essentiel. Mais ce qu'on peut observer à la lumière par exemple des trophées d'innovation qui a eu lieu sur Internet, c'est qu'il y a énormément de progrès qui sont faits là-dessus. On parlait des bétons bas carbone, il y en a eu qui ont été primés, des solutions qui permettent de les mettre en place pour répondre aux problématiques que tu évoquais, Manuel, sur le séchage. Il y a aussi des innovations dans ce sens-là. Et parfois, on colore ces matériaux. Et il y a aussi des innovations dans ce sens, c'est-à-dire que ça a été primé également, un colorant sous forme de tablette qui supprime en fait le risque d'inhalation, le risque chimique qui est lié à ces colorants. Donc on voit quand même que les aspects sont intégrés maintenant à la fois sur la démarche sécurité, environnement, à la lumière de ce qui a été aussi exprimé sur la table ronde précédente, sur toute la démarche RSE, en fait elle est globale sur le sujet à la fois sécurité du personnel, optimisation, réduction des émissions, tout ça est intégré et sur toute la chaîne de valeur en fait. Et Alors, oui, Manuel Martin. On commence à voir, moi c'est la première fois où je vois du matériel constitué de matériaux recyclés. Aussi, ouais. Donc, pour moi c'est une première et je trouve qu'aujourd'hui les industriels ont pris la pleine mesure de leur rôle et de l'impact qu'ils ont vis-à-vis de leur consommation de matériaux premiers. Et là, une entreprise franco-française donc, qui met à disposition du matériel à partir d'aluminium recyclé. Voilà. Et ça ne change rien les caractéristiques et les données techniques de leur matériel, bon, sauf qu'ils maîtrisent la matière première et ils évitent de dépenser. Alors on voit le potentiel et puis toutes les promesses finalement d'efficacité, de sobriété aussi de tous ces matériels. Mais j'ai quand même envie de vous poser la question de la vitesse d'adoption finalement de toutes ces nouvelles technologies. Est-ce que vous la jugez aujourd'hui satisfaisante, trop lente? Qu'en est-il, Thomas Bonvalot, de vos systèmes? On ne peut pas vraiment parler de problème de vitesse d'adoption, mais il y a quand même des challenges. On l'entendait dans la table ronde précédente, même des grands groupes qui disaient « non mais c'est dur pour tout le monde ». Si c'est dur pour un grand groupe, c'est d'autant plus dur pour une PME. On parle de capacité d'investissement, d'autant plus avec les conditions actuelles où c'est pas forcément facile de se faire prêter de l'argent pour faire des gros investissements. Ouais. Les gens ont tendance à parfois retourner à l'essentiel. On l'a vu, nous, on a eu pour la première fois un recul des investissements sur des solutions technologiques de guidage et de sécurité l'année dernière, sur fond d'inflation, sur fond d'augmentation des taux de prêt, d'intérêt. Donc forcément, ça aide pas à accélérer ce taux d'adoption. On voit quand même que malgré ces challenges, il y a quand même une accélération qui est faite par une prise de conscience que ces investissements, même s'ils sont lourds, même s'ils sont compliqués pour les entreprises, ils payent, que ce soit pour la sécurité, ça a un coût, mais ça a quand même un impact, qu'il soit sur la sécurité, mais aussi économique, qui est considérable, que ce soit pour les nouvelles technologies qui permettent plus de productivité. Les entreprises qui arrivent à faire le premier investissement ne reviennent jamais en arrière. J'aime bien citer de nouveau un article de l'OPP BTP qui avait été fait il y a quelques années. Pour les nouvelles technologies, pour 1 euro investi, ils étaient arrivés à calculer un retour sur investissement de 3,17 € dans les 18 mois. Ah ouais. C'était quand même assez colossal. Donc il y avait vraiment un réel impact sur la rentabilité. Ce que j'aime beaucoup, c'est, par rapport de nouveau au panel qu'on a vu ce matin,
c'est que on voit que passer la partie contrainte, il y a vraiment les opportunités. Quand on a réussi à faire le premier investissement, c'est un cercle vertueux qui se met en place et qui permet aux entreprises d'aller plus loin. Une des problématiques que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens encore à l'heure actuelle qui ne sont pas au courant des solutions qui existent sur le marché. On a beau, nous, industriels, fournisseurs, faire notre maximum pour pouvoir faire en sorte que les gens soient au courant de tout ce qu'on a à offrir, en étant sur des salons, en faisant du marketing, en faisant des journées portes ouvertes. On a toujours une problématique de gens qui viennent nous rencontrer sur le salon et qui disent « Oh, mais vous faites ça, mais je ne savais pas que ça existait. » Oui, mais ça fait 20 ans que ça existe, donc normalement, on devrait pouvoir être capable de voir ça. Je serais tenté de dire, d'autant plus en France, où on a un taux d'adoption qui est particulièrement bas par rapport à d'autres pays, les pays scandinaves par exemple, où pour les systèmes de guidage, ils sont à 90% de taux d'adoption, là où on est à 25%. Il y a vraiment il y a des raisons vraiment structurelles, il y a des raisons économiques. C'est pas que des raisons financières. C'est pas que des raisons financières. Il y a vraiment, c'est du culturel. C'est vraiment la recherche de l'efficacité. Manuel Martin, vous sentez ça, cette espèce je rejoins monsieur, oui. Alors, ce dont parlait monsieur, il y a quelques années, l'organisme a souhaité développer de la prévention positive. Et un des moyens que l'on a vis-à-vis des chefs d'entreprise, c'est de leur prouver que ce qu'ils investissent dans le matériel, prévention ou pas d'ailleurs, leur rapporte à très court terme. Donc on a développé des formules, des calculs, et on regarde pour tout investissement ce que ça peut rapporter économiquement, mais aussi en matière de prévention des accidents. Donc c'est ce qu'on a une démarche prévention-performance qui permet de prouver aux entreprises et de casser cette première crainte de se dire je vais mettre de l'argent là où j'en ai pas forcément besoin. Donc très rapidement, on arrive à leur prouver que c'est très efficace et c'est très rentable pour eux. Olivier Tracucci, par rapport justement à cet appétit de nouveautés, vous sentez ou vous trouvez aussi qu'il y a peut-être une certaine difficulté à finalement faire avancer les esprits et la réactivité face à l'innovation? Je partage effectivement les propos qui ont été tenus. Je pense qu'on est dans un monde un peu conservateur. À nous de le faire bouger. Mais effectivement, ça passe par beaucoup de communication, d'énergie dépensée pour atteindre les décideurs. Donc effectivement, un exemple typique chez nous, c'est effectivement la gamme électrique qui est disponible depuis maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans, qui trouve son chemin. Mais effectivement, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont pas au fait que des solutions alternatives existent, tout à fait économiquement viables. Aujourd'hui, on arrive à un full électrique à 25%, 20 à 25% plus cher qu'un thermique équivalent. Donc, avec un retour sur investissement par rapport au coût global d'utilisation, le fameux TCO, qui est très intéressant, puisque sur une version électrique, on va être 3 à 5 fois moins cher en taux d'utilisation. Ouais. Vous avez des retours sur investissement qui sont ultra rapides. Mais malgré tout ce beau discours qu'on essaie de faire passer, on a encore quelques réticences. À nous de le travailler tous ensemble, hein, bien entendu, avec la DLR et d'autres acteurs. C'est pour ça que je voulais terminer avec vous, Mathieu Armangon, parce que finalement, quand on met tout ça ensemble, des technologies extrêmement innovantes, qui sont peut-être pas encore bien connues, les difficultés de financement qu'on a évoquées, on se dit finalement, la bonne solution, c'est ce que vous proposez, vous. Et on se dit, vos métiers, finalement, ils répondent à beaucoup de problématiques. Vous êtes au cœur de beaucoup des problématiques finalement du secteur. Du fait de notre position, on est aussi confronté aux mêmes problématiques sur de l'acceptation d'un côté, de l'achat de l'autre. Et en fait, pour résumer tout ce qui a été dit, et ce à quoi j'adhère d'ailleurs, donc je reprends le terme de challenge, il y a aussi pour nos équipes et leur montée en compétences, nous on est convaincus qu'on pourra y arriver tous ensemble. Et la meilleure image, c'est l'espace filière dans lequel nous nous trouvons, qui est organisé conjointement avec les 5 fédérations de la filière construction, avec qui on travaille quasi quotidiennement depuis
plus de 2 ans sur ces enjeux-là spécifiquement, la décarbonation, l'amélioration de la sécurité et l'accélération de tout ça. Donc on peut le voir autour de nous. Je rajouterais à ça qu'effectivement la location le mot de la fin, Thomas Bonvalot. a un petit rôle, un gros rôle à jouer sur le fait que en bon français conservateur, surtout dans l'industrie de la construction, on veut avoir vu avant de faire l'investissement, soit chez le voisin, ou soit on le loue, on regarde si ça se passe bien, et après on achète si jamais on est convaincu. Un mot de conclusion, Manuel Martin? Moi, j'ai plein d'espoir dans le développement de toutes ces technologies, dans la data, dans le développement en sécurité intégrée. Il y a des perspectives qui sont extrêmement prometteuses. Vous vivez une époque formidable, en fait. Ah, moi, j'adore l'époque à laquelle on vit. Il y a plein d'améliorations. On commence à casser quelques a priori vis-à-vis du matériel lourd, vis-à-vis du matériel électrique. Oui, Écoutez, ce sera une formidable conclusion. Merci beaucoup à tous les quatre. Donc Manuel Martin de l'OPP BTP, Olivier Tracucci de Merlot France, Mathieu Armango de DLR et puis Thomas Bonvalot de l'ECA Géosystème. Donc c'est la fin de cette matinée.